Vous croyez savoir d'où vous venez. Vous pensez connaître votre histoire. On vous a raconté que vos ancêtres étaient des primates, que ces primates descendaient de mammifères primitifs, que ces mammifères ont survécu aux dinosaures. C'est vrai, mais il y a un détail qu'on oublie de mentionner. Entre le dernier dinosaure et le premier humain, il ne s'est pas écoulé quelques milliers d'années. Ni même quelques millions. 66 millions d'années. 66 millions d'années dont nous ne savons presque rien. Imaginez un livre de 1000 pages. Les 100 premières racontent la naissance de la Terre. Les 50 suivantes, l'apparition de la vie. Les 300 d'après, le règne des dinosaures. Puis vous arrivez à la page la plus importante, celle qui explique comment vous, être humain du 21e siècle, êtes apparu sur cette planète. Vous tournez la page. Elle est blanche. Vous tournez encore. Blanche. Encore. Blanche. Sur 800 pages, seules quelques-unes contiennent des mots, des phrases fragmentées, des paragraphes incomplets. Le reste, arraché, effacé, perdu. C'est exactement ça, l'histoire de la Terre entre les dinosaures et nous. Un trou béant dans le temps. Une éternité dont il ne reste que des miettes. Et ce qui rend ce silence encore plus troublant, c'est que cette période n'a rien d'ancien. C'est pendant ces 66 millions d'années que tout s'est décidé. Le climat que vous respirez, les animaux qui vous entourent, les forêts, les déserts, les montagnes. Tout, absolument tout ce qui fait de notre monde ce qu'il est aujourd'hui s'est façonné pendant cette période mystérieuse. Pensez-y une seconde, on peut vous dire ce qui s'est passé mardi dernier avec précision. On a des archives qui remontent à 5000 ans. On sait quand Rome est tombée, quand les pyramides ont été construites, quand les humains ont inventé l'agriculture, domestiqué le feu, migré hors d'Afrique. On connaît les dates, les lieux, parfois même les noms. Mais entre le moment où le dernier tyrannosaure a fermé les yeux et le moment où nos ancêtres ont commencé à ressembler vaguement à des humains, il y a ce vide énorme, béant, presque incompréhensible. Et le pire, nous avons des indices, des fragments, des fossiles éparpillés comme des pièces d'un puzzle dont 90% des morceaux ont été jetés. Ces quelques traces nous racontent des histoires hallucinantes. La Terre transformée en serre tropicale, avec des palmiers poussant aux pôles. Des créatures gigantesques dont vous n'avez jamais entendu parler dominant des continents entiers pendant des millions d'années avant de s'évanouir sans laisser d'explication. Des variations climatiques si violentes, si extrêmes, qu'elles font paraître notre réchauffement climatique moderne presque anodin. Puis, pendant des millions d'années, plus rien, le silence, les roches ne parlent plus. Les fossiles disparaissent, comme si quelqu'un avait éteint les lumières de l'histoire. Si vous écoutez ceci pour vous endormir, parfait. C'est exactement pour ça que je fais ces vidéos. Alors peut-être abonnez-vous et dites-moi où vous êtes et quelle heure il est en ce moment même. Tokyo au lever du soleil. Londres à minuit. Quelqu'un en Alaska à 3 heures du matin. Tous réunis pour contempler le même mystère. Le même monde disparu. Voici ce qui rend cet intervalle de temps si fascinant et si frustrant à la fois. Ce n'est pas de l'histoire ancienne comme la formation de la Terre ou la naissance des étoiles. Non, c'est la période qui a mené directement à nous. Tout ce qui rend notre monde reconnaissable. Les animaux que vous voyez aux zoos, les arbres dans votre jardin, les oiseaux qui chantent le matin, les continents sous vos pieds, tout a été façonné pendant ces chapitres manquants. Nous vivons littéralement dans les conséquences d'événements que nous pouvons à peine voir. Les scientifiques ont donné des noms pompeux à certaines portions de cette époque. Le Paléocène, l'Éocène, l'Oligocène, le Miocène, le Pliocène, le Pléistocène, des noms grecs qui sonnent autoritaires, comme si tout était parfaitement compris et répertorié. Ce n'est pas le cas. Chacune de ces époques s'étend sur des millions, parfois des dizaines de millions d'années. Et pour d'immenses portions de chacune d'elles, nous devinons. Nous spéculons. Nous supposons basés sur 3 fossiles trouvés à des milliers de kilomètres les uns des autres et séparés par des millions d'années. C'est comme essayer de comprendre un film en n'ayant vu que 5 scènes aléatoires sur 3 heures de projection. Vous captez l'essentiel, peut-être. Mais vous ratez tout ce qui compte. Les motivations, les transitions, les moments où tout bascule. Les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années. Ça, nous le savons avec certitude. Un astéroïde a frappé. Le climat est devenu fou. L'ère des reptiles géants s'est terminée dans ce qui fut probablement le pire jour de toute l'histoire de la vie sur Terre. Mais après, que s'est-il passé dans les semaines, les mois, les années qui ont suivi ? Pendant les 10 premiers millions d'années du Paléocène, le registre fossile est fragmentaire au mieux. Nous savons que de petits mammifères ont survécu. Nous savons que quelque chose évoluait dans les niches écologiques soudainement vidées. Mais les détails restent désespérément vagues. Puis, environ 56 millions d'années en arrière, la Terre décide apparemment de devenir un sauna.
L'époque de l'Éocène voit les températures mondiales grimper à des niveaux qui rendraient notre planète totalement méconnaissable. Des crocodiles nagent dans l'Arctique. Des forêts luxuriantes poussent là où l'Antarctique gît maintenant sous des kilomètres de glace. Le monde entier devient une jungle humide et étouffante. Et puis, tout change à nouveau. Refroidissement brutal, assèchement massif. Des espèces apparaissent et disparaissent par vagues que nous commençons seulement à comprendre. Les époques du milieu, l'Oligocène et le Miocène, s'étendant d'environ 34 millions à 5 millions d'années, demeurent encore plus mystérieuses. C'est pourtant le moment où les familles modernes de plantes et d'animaux ont commencé à émerger. Quand les prairies ont remplacé les forêts sur d'immenses portions des continents. Quand les ancêtres de tout, des chevaux aux éléphants, des baleines aux singes, ont entamé leurs extraordinaires voyages évolutifs. Et nous avons honteusement peu de fossiles de la plupart de cette période. Des décennies de recherche, des milliers de paléontologues fouillant le monde entier, et nous n'avons récupéré qu'une poignée de fragments. Même quand on arrive aux derniers millions d'années, là où logiquement l'image devrait devenir cristalline, elle ne l'est pas. L'époque du Pliocène, il y a seulement 5 millions à 2 millions et demi d'années, devrait être parfaitement documentée. C'est quand nos ancêtres directs marchaient déjà en Afrique. Quand la lignée humaine commençait à se distinguer. Des régions entières, des périodes entières à l'intérieur de cette époque restent des zones blanches sur notre carte évolutive. Nous savons que nos ancêtres existaient. Nous ne pouvons simplement pas les trouver. Et le Pléistocène, la période glaciaire qui s'est terminée il y a seulement 11 700 ans? Elle aussi regorge de lacunes massives. C'est de l'histoire récente selon les standards géologiques. Vos arrière-arrière-arrière-grands-parents, en remontant juste quelques milliers de générations, vivaient pendant le Pléistocène. Ils chassaient les mammouths, peignaient des grottes, inventaient l'art, la musique, peut-être même les premiers mythes. Et pourtant, des mystères de cette période échappent encore complètement aux scientifiques. Alors ce soir, nous allons faire un voyage. Un voyage à travers ces mondes perdus. À travers les époques que la science peut partiellement documenter mais ne peut pas expliquer complètement. À travers les millions d'années de temps manquants qui séparent les dinosaures de nous. Nous allons explorer ce que nous savons, ce que nous soupçonnons, et ce qui reste frustrantement, magnifiquement, terriblement mystérieux concernant l'histoire cachée de la Terre. Fermez les yeux, installez-vous confortablement, et endormons-nous en pensant aux 66 millions d'années qui ont fait notre monde, puis ont disparu dans le temps profond, ne laissant derrière elles que silence et questions. Parlons de fin, pas le genre de fin graduelle où les choses déclinent lentement sur des millénaires, s'étiolent, s'affaiblissent jusqu'à ce qu'elles s'éteignent doucement. Non, nous parlons du genre de fin qui frappe comme un coup de massue cosmique. Le genre qui divise l'histoire de la Terre en un avant et un après avec une précision que les géologues peuvent littéralement mesurer en centimètres de roche. Il y a 66 millions d'années, lors de ce qui était probablement un jour parfaitement ordinaire du Crétacé supérieur, quelque chose s'est produit qui allait fondamentalement réinitialiser la vie sur Terre. Un astéroïde d'environ 10 km de diamètre, imaginez le mont Everest transformé en boulet de canon, voyageant à environ 30 km par seconde, s'est écrasé dans ce qui est maintenant la péninsule du Yucatan au Mexique. Le site d'impact s'appelle Chicxulub. Si vous pouviez le voir d'en haut, débarrassé de l'océan et des couches de sédiments accumulés sur des millions d'années, vous regarderiez un cratère qui s'étend sur environ 180 km de large. Ce n'est pas simplement un cratère. C'est une blessure dans la planète elle-même. Une cicatrice qui, malgré 66 millions d'années d'érosion et de remplissage sédimentaire, reste gravée dans la croûte terrestre. Mais voici ce qui frappe vraiment concernant cet événement. Ce n'est pas l'astéroïde lui-même qui a tué les dinosaures. Pas directement, en tout cas. Bien sûr, tout ce qui se trouvait à quelques centaines de kilomètres de l'impact a été instantanément vaporisé. La zone autour du cratère a littéralement cessé d'exister pendant une fraction de seconde avant de se transformer en plasma surchauffé. Mais ce n'est pas ça qui a causé l'extinction de masse. Ce qui s'est passé après, voilà le vrai tueur. L'impact a libéré une énergie équivalente à environ 10 milliards de bombes d'Hiroshima. Prenez un moment pour laisser ce nombre vous pénétrer. 10 milliards. L'explosion a éjecté environ 25 000 milliards de tonnes métriques de débris dans l'atmosphère. De la roche qui, quelques secondes auparavant, était du sol solide. Transformée instantanément en vapeur surchauffée, en gouttelettes de roche en fusion, en poussière pulvérisée plus fine que de la farine. Tout ce matériel projeté dans la stratosphère à des vitesses telles que certains fragments ont brièvement échappé à la gravité terrestre avant de retomber sur l'ensemble de la planète. En quelques heures, le ciel partout sur Terre était en feu.
Ces gouttelettes en fusion retombant à travers l'atmosphère ont créé une impulsion de chaleur infrarouge mondiale. La surface de la planète s'est transformée en un gigantesque grill. Les forêts du monde entier, des forêts qui avaient existé pendant des dizaines de millions d'années, se sont spontanément enflammées. Des animaux qui vaquaient tranquillement à leurs occupations à des milliers de kilomètres du site d'impact se sont soudainement retrouvés dans un monde où l'air lui-même était assez chaud pour tuer. Les dinosaures qui ont survécu à cette première tempête de feu ont probablement pensé que le pire était passé. Ils avaient tort, terriblement, tragiquement tort. Parce que voici le problème quand on jette 25 000 milliards de tonnes de débris dans l'atmosphère, ça ne retombe pas simplement et ne disparaît pas. Les particules les plus fines, celles assez microscopiques pour rester en suspension dans la haute atmosphère, elles ont bloqué le Soleil. Pas partiellement, pas comme lors d'un jour nuageux. On parle d'une obscurité si complète que la photosynthèse est devenue impossible sur la majorité de la planète. Les scientifiques appellent ce phénomène l'hiver d'impact. Ce nom semble presque confortable, presque poétique, jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il signifie réellement. Imaginez la nuit qui dure non pas des heures, mais des mois. Peut-être des années. Les analyses géochimiques suggèrent que les températures mondiales ont chuté d'environ 30 degrés Celsius dans certaines régions. En l'espace de quelques semaines, la Terre est passée d'un monde de serre, chaud, humide, grouillant de vie à quelque chose de plus proche d'un désert gelé et obscur. Les plantes sont mortes en premier. C'est une simple question de biologie. Sans lumière solaire, la photosynthèse s'arrête. Sans photosynthèse, les plantes meurent de faim. Le registre fossile montre cette catastrophe avec une clarté brutale. Les échantillons de pollen prélevés dans des couches de roches juste au-dessus de la limite d'impact révèlent un effondrement catastrophique de la diversité végétale. Des espèces qui avaient dominé les paysages pendant des millions d'années disparaissent simplement, remplacées par des pics massifs de spores de fougères. Les fougères, ces survivantes robustes capables de repousser à partir de rhizomes souterrains même après que toute végétation de surface a été détruite. Quand les plantes sont mortes, les herbivores ont suivi avec une régularité mathématique. Les grands dinosaures à cornes, les tricératops et leurs cousins. Les hadrosaures au bec de canard qui avaient erré en troupeaux de milliers d'individus. Les ankylosaures cuirassés. Ces animaux avaient besoin de centaines de kilos de végétation chaque jour simplement pour survivre. En quelques semaines après l'impact, ils auraient été affamés. En quelques mois, morts. Et quand les herbivores sont morts, les prédateurs ont suivi. Les tyrannosaures, les raptors, toutes ces magnifiques machines à tuer évoluées qui avaient dominé les écosystèmes terrestres pendant plus de 160 millions d'années. Ils sont morts de faim aussi. Pas rapidement, car les grands prédateurs peuvent survivre des semaines sans nourriture. Ce qui signifie qu'ils ont probablement persisté, chassant désespérément à travers des forêts d'arbres morts et des champs de cadavres en décomposition, trouvant de moins en moins à manger jusqu'à ce que, un par un, ils tombent. Les données fossiles indiquent qu'environ 75% de toutes les espèces sur Terre se sont éteintes. Pas graduellement, pas sur des milliers de générations permettant une adaptation progressive, mais en ce que les géologues appellent un instant, ce qui en termes géologiques signifie peut-être quelques milliers d'années, mais probablement beaucoup moins. La frontière entre les périodes du Crétacé et du Paléogène, entre l'âge des dinosaures et l'âge des mammifères, vous pouvez littéralement mettre votre doigt dessus. C'est une mince couche d'argile trouvée dans des formations rocheuses partout dans le monde. Habituellement juste quelques centimètres d'épaisseur, enrichie en iridium, un élément rare à la surface de la Terre mais relativement commun dans les astéroïdes. Au-dessus de cette couche, des fossiles de dinosaures. En dessous, rien que des mammifères, des oiseaux, des crocodiles, des tortues. Les survivants. Cette fine ligne d'argile grise représente le jour où le monde s'est terminé. Mais voici où l'histoire devient plus complexe, plus nuancée. Car les fins ne sont jamais aussi simples qu'elles paraissent d'abord. Certaines choses ont survécu, pas en étant fortes, ou féroces, ou hautement spécialisées, mais en étant petites, adaptables, et dans de nombreux cas, juste incroyablement chanceuses. Les petits mammifères, la plupart pas plus gros que des rats modernes, s'en sont sortis. Les données fossiles suggèrent qu'ils pouvaient se réfugier sous terre, dans des terriers protégés des températures extrêmes de surface. Ils pouvaient survivre avec des insectes, des graines, des détritus, n'importe quoi de comestible dans un monde soudainement appauvri. Ils n'avaient pas besoin de vastes territoires ou d'énormes réserves de nourriture. À la lumière de nos connaissances sur les mécanismes de survie, on peut supposer que cette flexibilité alimentaire et ce mode de vie souterrain leur ont permis de traverser les mois les plus sombres de l'hiver d'impact. Les oiseaux ont survécu aussi, mais de justesse.
Les analyses du registre fossile suggèrent que la plupart des lignées d'oiseaux se sont éteintes, probablement parce que les niches écologiques dont elles dépendaient, forêts arboricoles, écosystèmes côtiers, se sont effondrées. Mais certains ont survécu, principalement des espèces terrestres plus petites capables de se nourrir de graines et d'insectes. Ces populations résiduelles, traumatisées et réduites, évolueraient éventuellement dans les 10 000 espèces d'oiseaux que nous avons aujourd'hui. Les crocodiles et les tortues ont survécu, ce qui pourrait impliquer des adaptations métaboliques particulières. Ces reptiles peuvent entrer en état de léthargie prolongée, ralentissant leur métabolisme au point de pouvoir passer des mois sans nourriture. Cette capacité, combinée à leur tolérance aux conditions environnementales extrêmes, explique probablement leur survie. Mais voici ce qui hante vraiment les scientifiques concernant cet événement. Le registre fossile des conséquences immédiates est incroyablement clairsemé. Nous parlons de l'une des transitions les plus importantes de l'histoire de la Terre. Et nous avons d'énormes lacunes dans notre compréhension de ce qui s'est réellement passé dans les années, les décennies, les siècles suivant l'impact. Une partie de ce problème résulte de malchance géologique. La fossilisation nécessite des conditions très spécifiques. Les organismes morts doivent être enterrés rapidement dans les sédiments, protégés des charognards et de la décomposition, puis soumis exactement aux bonnes conditions chimiques sur des millions d'années pour que les minéraux remplacent progressivement la matière organique. Pendant le chaos qui a suivi l'impact, ces conditions étaient rares. Les écosystèmes étaient perturbés, les taux d'érosion ont changé drastiquement. Les processus normaux qui créent des fossiles étaient eux-mêmes en crise. Mais il y a un autre facteur tout aussi important. Après l'impact, il n'y avait tout simplement pas beaucoup d'organismes à fossiliser. Quand 75% des espèces s'éteignent, les nombres de populations s'effondrent encore plus dramatiquement. Les survivants ne prospéraient pas, ils s'accrochaient désespérément à la vie, dispersés dans quelques refuges écologiques où les conditions restaient à peine tolérables. Les petites populations laissent peu de fossiles, c'est une réalité mathématique de la paléontologie. Nous avons donc cet intervalle exaspérant dans le registre géologique. Nous pouvons voir le monde avant l'impact, prospère, diversifié, grouillant de vie. Nous pouvons voir la couche d'impact elle-même, cette mince bande d'argile riche en iridium marquant le jour où tout a changé. Et nous pouvons voir ce qui a émergé des millions d'années plus tard, après que la biosphère se soit lentement reconstituée. Mais la transition elle-même, ces années cruciales quand les espèces survivantes s'adaptaient à un monde transformé, quand les relations écologiques étaient complètement réarrangées, cette période demeure frustrantement obscure. Ce que nous savons, c'est que le monde qui a émergé de l'hiver d'impact était fondamentalement différent de ce qui l'avait précédé. Les analyses géochimiques montrent que le climat était instable, oscillant entre des extrêmes alors que les systèmes planétaires cherchaient un nouvel équilibre. Les forêts qui ont finalement repoussé étaient composées d'espèces différentes, adaptées à des conditions différentes. Les animaux qui ont survécu ont rayonné dans de nouvelles formes, remplissant progressivement les niches écologiques laissées vides par les extinctions. Mais il existe aussi un débat scientifique actif sur la question de savoir si l'astéroïde était l'unique cause des extinctions. Certains chercheurs soulignent les éruptions volcaniques massives qui se produisaient en Inde, les trappes du Décan, qui pompaient déjà d'énormes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pendant des centaines de milliers d'années avant l'impact. Ces éléments suggèrent une interprétation selon laquelle les écosystèmes auraient déjà été stressés, rendant les espèces plus vulnérables quand l'astéroïde a finalement frappé. D'autres proposent que l'impact ait déclenché des effets secondaires tout aussi mortels que le désastre initial. Des tsunamis massifs balayant les côtes. Des pluies acides provenant de roches riches en soufre vaporisées empoisonnant les systèmes d'eau douce. Des incendies ayant pu consumer jusqu'à 70% des forêts mondiales selon certaines estimations. Chacun de ces phénomènes aurait causé sa propre cascade d'extinction. Et ils se sont tous produits essentiellement simultanément, en l'espace de quelques années au maximum. À la lumière de nos connaissances actuelles, on peut raisonnablement en déduire que la vérité combine probablement tous ces facteurs. L'astéroïde n'a pas frappé une planète en bonne santé. Il a frappé un monde déjà stressé par une activité volcanique intense et des changements climatiques progressifs. L'impact n'a pas seulement tué directement. Il a déclenché une cascade de catastrophes secondaires qui se sont amplifiées mutuellement, créant un effet de synergie destructrice bien plus important que la somme de ses parties. Le résultat fut l'événement d'extinction le plus complet depuis la fin du Permien, 250 millions d'années plus tôt. Mais voici ce qui rend cette fin également un commencement extraordinaire. Ces petits mammifères qui ont survécu, ces oiseaux terrestres,
Ces généralistes adaptables qui ont traversé la pire catastrophe en 66 millions d'années, ils ont hérité d'un monde vide. Un monde sans tyrannosaures, sans herbivores géants en compétition pour la végétation. Un monde d'opportunités écologiques sans précédent. En quelques millions d'années, ce qui n'est rien en termes évolutifs, ces mammifères de la taille de rat s'étaient diversifiés en formes qui auraient semblé impossibles dans le monde dominé par les dinosaures. Prédateurs, herbivores de toute taille, espèces qui grimpaient aux arbres, espèces qui nageaient, espèces qui ont finalement atteint elles-mêmes des tailles énormes, rivalisant avec les plus grands dinosaures. Une lignée de ces survivants évoluerait éventuellement en primates, des millions d'années plus tard en grands singes, et éventuellement, après un parcours tortueux que nous commençons seulement à comprendre, en nous. Chaque humain vivant aujourd'hui est un descendant direct de quelques petits mammifères terrifiés qui se cachaient dans des terriers ou des troncs creux ce terrible jour il y a 66 millions d'années. Nous existons parce que les dinosaures sont morts. Toute notre histoire évolutive, tout ce qui fait de nous des humains, ne s'est produit que parce qu'un astéroïde a frappé la Terre exactement au bon angle, exactement au bon endroit, exactement au bon moment pour anéantir les formes de vie dominantes et donner à nos ancêtres l'espace nécessaire pour évoluer. Mais alors que nous regardons cette mince couche d'argile dans le registre rocheux, alors que nous essayons de reconstituer ce qui s'est passé dans les années chaotiques qui ont suivi, nous sommes confrontés à un mystère profond. L'une des transitions les plus importantes de l'histoire de la vie sur Terre, et nous pouvons à peine la voir. Le registre fossile se tait juste quand les choses deviennent les plus intéressantes. Le monde se termine, le monde recommence, et la plupart des détails sont perdus à jamais dans le temps. Ce n'est que le premier intervalle. Le premier endroit où l'histoire de la vie sur Terre devient frustrantement floue. Et ce ne sera pas le dernier. Alors l'astéroïde frappe, les dinosaures meurent, la poussière retombe graduellement, et puis quoi? C'est là que l'histoire devrait devenir plus claire, n'est-ce pas? L'ardoise a été effacée. La vie recommence dans un monde vidé de ses anciens maîtres. On devrait pouvoir regarder l'évolution se produire quasiment en temps réel. Voir de nouvelles espèces émerger des cendres comme dans une histoire d'origine parfaitement documentée, étape par étape, fossile par fossile. Sauf qu'on ne peut pas. Parce que le Paléocène, ces 10 premiers millions d'années cruciales après l'événement d'extinction, s'étendant précisément de 66 à 56 millions d'années en arrière, c'est exactement le moment où le registre fossile décide de devenir frustrantement, désespérantement incomplet. Voici ce qu'on sait qui s'est passé, basé sur les fragments que nous avons pu récupérer. Dans les conséquences immédiates de l'impact, environ 75% de toutes les espèces sur Terre se sont éteintes. Ce chiffre est confirmé par des analyses statistiques du registre fossile de part et d'autre de la limite Crétacé-Paléogène. Les grands sont morts rapidement, incapables de trouver assez de nourriture pour maintenir leur métabolisme massif. Les petits, ceux qui pouvaient se cacher, qui pouvaient manger presque n'importe quoi, qui pouvaient survivre de restes et de détritus, ceux-là ont tenu bon. Les mammifères étaient parmi ces survivants chanceux. Mais ce n'étaient pas les mammifères que vous imaginez aujourd'hui. C'étaient de minuscules créatures. Les données fossiles montrent que la plupart n'étaient pas plus gros qu'un rat moderne. Certains étaient aussi petits que des musaraignes, pesant peut-être 15 à 20 grammes. Ils avaient passé 160 millions d'années. Pensez à ce nombre, 160 millions d'années à vivre littéralement dans l'ombre des dinosaures, évoluant pour être petits, discrets, silencieux, nocturnes, invisibles. Puis soudainement, du jour au lendemain en termes géologiques, les dinosaures étaient partis. Tous. Et le monde était vide. Pensez à ce que cela représente d'un point de vue évolutif. Vous êtes un petit mammifère, peut-être 1 kilogramme tout mouillé. Toute votre histoire évolutive, chaque adaptation que vos ancêtres ont développée sur des millions de générations, a été dictée par un impératif. Restez petit, restez caché, évitez les prédateurs qui pourraient vous avaler entier. Puis un jour, ces prédateurs ont juste disparu. Chaque dinosaure qui n'était pas un oiseau, anéanti. Les forêts sont brûlées, le paysage dévasté. Mais vous êtes vivant, et pour la première fois dans toute l'existence de votre espèce, rien ne vous chasse plus. Que feriez-vous? Vous vous étendriez dans de nouveaux territoires. Vous grandiriez en taille. Vous évolueriez pour exploiter les ressources soudainement disponibles. Et c'est exactement ce qui s'est passé, du moins d'après ce que nous pouvons en déduire. Les analyses fossiles suggèrent que dans le premier million d'années du Paléocène, les mammifères ont commencé à devenir plus gros. Pas dramatiquement au début, pas encore, mais de façon mesurable. Des espèces qui avaient été de la taille de souris ont commencé à produire des descendants qui étaient de la taille de lapins, puis de chiens de taille moyenne. La pression évolutive qui les avait maintenus petits pendant des millions d'années,
Cette menace constante, omniprésente d'être dévorée, elle avait disparu. Mais voici où le registre fossile commence à nous jouer des tours cruels. On devrait pouvoir suivre cette transformation étape par étape. Regarder ces minuscules survivants devenir graduellement plus grands, se diversifier, remplir méthodiquement les niches écologiques vides laissées par les dinosaures. Observer l'émergence progressive de nouvelles formes, de nouvelles adaptations, de nouvelles stratégies de survie. Et on peut, en quelque sorte, mais seulement en fragments dispersés, seulement en morceaux si incomplets que les scientifiques passent des carrières entières à débattre de comment ils s'assemblent, à proposer des liens hypothétiques entre des fossiles séparés par des millions d'années et des milliers de kilomètres. Prenons la question fondamentale du rythme évolutif. À quelle vitesse cette augmentation de taille s'est-elle réellement produite ? Certains sites fossiles semblent suggérer une évolution rapide, des mammifères doublant de taille en quelques centaines de milliers d'années, un clin d'œil en temps géologique. D'autres sites montrent un changement beaucoup plus lent, des augmentations graduelles étalées sur des millions d'années. Lequel est correct ? Cela pourrait impliquer que les deux le sont, reflétant des taux évolutifs différents selon les régions géographiques et les conditions environnementales locales. Mais nous ne pouvons pas en être certains, car nous n'avons pas de registre fossile continu de suffisamment d'endroits pour vérifier ces hypothèses. On a des instantanés, des moments figés dans la pierre, comme des photographies aléatoires trouvées dans un album ancien. Ces instantanés sont séparés par des centaines de milliers, parfois des millions d'années de temps manquant. C'est comme essayer de regarder un film où 99% des images ont été coupées. Vous voyez la scène d'ouverture, des dinosaures partout, dominant tous les écosystèmes terrestres. Coupure au noir pendant des millénaires. Image suivante, ils sont partis et de petits mammifères courent dans les ruines d'un monde dévasté. Coupure au noir. Image suivante, ces mammifères sont soudainement plus gros, plus diversifiés, occupant des rôles écologiques variés. Coupure au noir. Image suivante, vous avez des créatures qui ne ressemblent à rien de ce qui est venu avant. De nouveaux ordres entiers de mammifères que les paléontologues peinent à relier aux formes ancestrales. Les lacunes ne sont pas juste ennuyeuses pour les scientifiques. Elles cachent des transitions évolutives cruciales. Les moments précis où une chose est devenue une autre chose. La séquence exacte de changements morphologiques qui a transformé un minuscule mammifère insectivore ressemblant à une musaraigne en quelque chose qui pourrait éventuellement devenir un cheval, une baleine, une chauve-souris, un primate. Ces éléments suggèrent une interprétation selon laquelle ces transformations se sont produites pendant le Paléocène, mais nous ne pouvons pas les observer directement. Pendant ce temps, la planète elle-même traversait des changements dramatiques dont nous n'avons qu'une compréhension partielle. Les forêts revenaient lentement, mais pas les mêmes forêts qui existaient avant l'impact. Celles-là étaient parties à jamais, leurs graines et plants incinérés dans les tempêtes de feu mondiales. De nouvelles forêts poussaient à partir de n'importe quelles espèces végétales avaient réussi à survivre, cachées peut-être sous forme de graines dormantes dans les sols ou dans des refuges géographiques épargnés par les pires effets de la catastrophe. Les fougères, ces championnes de la survie, ont été parmi les premières plantes à réapparaître. Elles se reproduisent par spores microscopiques capables de survivre à des conditions extrêmes. Les données palynologiques, l'étude des pollens et spores fossiles, montrent qu'en quelques milliers d'années après l'impact, de vastes prairies de fougères couvraient ce qui avait été des paysages stériles et brûlés. Cette phase, que les paléobotanistes appellent parfois le pic de fougères, a probablement duré plusieurs milliers d'années avant que d'autres plantes ne commencent à recoloniser les espaces. Puis vinrent les plantes à fleurs, les angiospermes. Elles avaient été des joueurs relativement mineurs avant l'extinction, coexistant avec les gymnospermes, conifères et leurs parents, qui dominaient les paysages du Crétacé. Après la catastrophe, les analyses fossiles montrent qu'elles ont explosé en diversité, devenant progressivement la forme végétale dominante sur la plupart de la planète. Ce changement fondamental dans la composition des écosystèmes végétaux a créé des possibilités entièrement nouvelles pour les animaux. Cela a créé des écosystèmes véritablement nouveaux, des configurations écologiques qui n'avaient jamais existé auparavant dans l'histoire de la Terre. Et les mammifères évoluaient pour exploiter ces nouvelles opportunités de façon qui aurait été impossible sous le règne des dinosaures. Certains mammifères sont devenus des brouteurs spécialisés, développant des dents adaptées pour broyer des feuilles et des pousses. D'autres sont devenus frugivores, se nourrissant des fruits abondants produits par les plantes à fleurs en pleine expansion. D'autres encore sont devenus des prédateurs, chassant les autres mammifères qui se multipliaient dans ce monde nouveau sans dinosaures. Mais on rate la plupart des détails cruciaux de ces adaptations. On sait qu'elles se sont produites parce qu'on trouve des fossiles de mammifères du Paléocène tardif qui les possédaient clairement.
des dents spécialisées pour broyer les plantes, des membres adaptés pour grimper aux arbres avec précision, des corps construits pour pourchasser des proies sur de longues distances. Mais les formes intermédiaires, les espèces de transition qui font le pont entre les survivants généralistes de l'extinction et ces spécialistes hautement adaptés, elles sont largement absentes du registre. Pourquoi cette absence si frustrante ? En partie, c'est simple malchance géologique. La fossilisation, comme nous l'avons mentionné, nécessite des conditions très spécifiques. Un animal meurt, doit être enterré rapidement avant la décomposition complète ou le dépeçage par les charognards, doit rester enfoui dans des sédiments qui finissent par se transformer en roches sous pression et chaleur, puis doit être en quelque sorte exposé des millions d'années plus tard, par érosion, soulèvement tectonique ou excavation humaine, où les paléontologues peuvent le trouver. Chaque étape de ce processus improbable élimine la grande majorité des organismes qui ont vécu. Mais le Paléocène semble avoir été particulièrement défavorable pour la préservation fossile. Le chaos environnemental suivant l'extinction a créé des conditions qui ont rendu la fossilisation encore moins probable que d'habitude dans de nombreuses régions. Les niveaux de la mer fluctuaient de manière erratique, montant et descendant de dizaines de mètres à mesure que les calottes glaciaires qui s'étaient brièvement formées pendant l'hiver d'impact fondaient. Les zones climatiques se déplaçaient rapidement à mesure que le système climatique global cherchait un nouvel équilibre. Les environnements de dépôt stables, deltas de rivières, lits de lacs, mers peu profondes, où les fossiles se forment le mieux étaient constamment perturbés par ces changements rapides. Alors nous sommes laissés avec des preuves tantalizingly incomplètes. On trouve un fossile de mammifère primitif ici, dans un gisement du Montana. Un autre à 1000 km de là, peut-être en Chine. Un troisième en Patagonie, séparé des deux premiers par 2 millions d'années. Et on essaie de les connecter en une histoire cohérente, de reconstruire les lignées évolutives, de comprendre qui descendait de qui. Mais ces connexions nécessitent de la spéculation. Des suppositions éclairées basées sur des comparaisons anatomiques, sur ce que la théorie évolutive nous dit être probable, sur des comparaisons avec les animaux vivants. On peut faire des inférences raisonnables, mais on ne peut pas être totalement certain. Et puis il y a les créatures qui apparaissent dans le registre fossile du Paléocène, dominent leurs écosystèmes pendant des millions d'années, puis disparaissent simplement, complètement, sans laisser de descendants évidents. Des impasses évolutives, des expériences de la nature qui n'ont pas fonctionné à long terme. Effacées de l'histoire aussi complètement que les dinosaures eux-mêmes. Considérez les multituberculés. C'étaient des créatures ressemblant superficiellement à des rongeurs qui avaient en fait survécu de l'ère des dinosaures. Ils existaient depuis plus de 100 millions d'années, ce qui en faisait littéralement l'un des groupes de mammifères les plus réussis de toute l'histoire de la vie. Pensez-y, 100 millions d'années de succès évolutif ininterrompu. Au début du Paléocène, après avoir survécu à l'extinction qui avait tué les dinosaures, ils prospéraient. Les fossiles montrent qu'ils grandissaient en taille, se diversifiaient en multiples espèces occupant des niches écologiques variées, des fouisseurs souterrains ou grimpeurs arboricoles mangeant des plantes. Les preuves fossiles suggèrent qu'ils étaient probablement les mammifères les plus communs sur Terre pendant plusieurs millions d'années après l'extinction. Puis ils ont disparu. Quelque part entre le Paléocène et le début de l'Éocène, les multituberculés se sont éteints. Tous, chaque espèce de cette lignée vieille de 100 millions d'années. On ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait même pas précisément quand, car nous n'avons pas de fossiles montrant leur déclin progressif. Ils sont juste abondamment présents dans les couches de roches d'un certain âge, puis absents des couches plus récentes. 120 millions d'années de succès évolutif anéantis pendant la période de récupération de la Terre. Et nous avons manqué de voir cela se produire, les détails perdus dans les lacunes du registre. Ils ne sont pas seuls. Le Paléocène est plein de ces lignées fantômes, un terme technique pour les groupes qui ont dû exister basés sur des preuves indirectes, mais dont nous n'avons presque pas de fossiles. Des mammifères qui ont évolué, prospéré brièvement pendant quelques millions d'années, puis disparu sans descendants modernes. Des créatures qui auraient semblé étranges, presque aliens aux yeux modernes. Des ongulés primitifs, les ancêtres lointains des mammifères à sabots, qui ne se connectent clairement à aucun groupe moderne de chevaux, vaches ou éléphants. Des mammifères carnivores qui n'étaient pas des ancêtres des carnivores modernes mais représentaient des expériences indépendantes dans l'évolution de la prédation. Des primates primitifs qui se sont séparés de notre arbre généalogique puis ont complètement disparu, ne laissant aucun descendant vivant. Chacune de ces lignées éteintes représente potentiellement des millions d'années d'évolution qui n'a mené nulle part, du moins nulle part qu'on puisse voir aujourd'hui. Et chacune est documentée principalement à travers des fragments frustrants.
Une mâchoire ici, préservée par chance dans une couche de sédiments volcaniques. Quelques dents là, trouvées dans un lit de rivière asséché. Peut-être, si on est incroyablement chanceux, un squelette partiel écrasé et déformé par des millions d'années de pression géologique. Jamais assez pour comprendre pleinement ce qu'étaient ces animaux, comment ils vivaient au quotidien, ou pourquoi ils ont finalement échoué là où d'autres ont réussi. Pendant ce temps, le climat faisait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que nous comprenons encore imparfaitement. Pendant la majorité du Paléocène, les températures étaient relativement fraîches selon les standards post-extinction. Pas froid comme une ère glaciaire, loin de là, mais sensiblement plus frais que ce que le Crétacé supérieur avait connu. Les analyses isotopiques des sédiments océaniques suggèrent des températures moyennes mondiales peut-être 10 degrés Celsius plus basses qu'au sommet de l'Éocène qui suivrait. La planète se rétablissait, lentement, péniblement. Les écosystèmes se reconstruisaient pièce par pièce, espèce par espèce. Les réseaux trophiques se complexifiaient graduellement à mesure que de nouvelles niches écologiques étaient découvertes et exploitées. Puis, juste à la fin du Paléocène, il y a environ 56 millions d'années, quelque chose de véritablement dramatique s'est produit. Un événement qui bouleverserait à nouveau le monde et dont les causes font encore débat aujourd'hui. Les températures mondiales ont soudainement grimpé. Pas sur des millions d'années comme les changements climatiques typiques. Pas même sur des centaines de milliers d'années. Les données géochimiques indiquent une augmentation de 5 à 8 degrés Celsius en peut-être 10 à 20 000 ans seulement. En termes géologiques, c'est instantané. Un claquement de doigts. Cet événement porte le nom technique de maximum thermique du Paléocène-Éocène, ou MTPE. Les anglophones l'appellent PETM. Et il représente l'un des bouleversements climatiques les plus rapides et les plus intenses du Cénozoïque tout entier. Les effets étaient visibles partout sur la planète. La chimie des océans a changé drastiquement, devenant significativement plus acide à mesure que d'énormes quantités de carbone étaient libérées dans l'atmosphère. Les estimations parlent de 2500 à 4500 gigatonnes de carbone injectées dans le système climatique. Les créatures des grands fonds océaniques, habituées à des conditions stables depuis des millions d'années, ont connu des extinctions massives. Jusqu'à 50% des espèces de foraminifères benthiques, ces minuscules organismes à coquilles qui vivent sur les fonds marins, ont disparu. Sur Terre, les conséquences étaient tout aussi dramatiques. Des forêts entières ont migré vers les pôles, suivant leur gamme de températures préférées alors que les zones climatiques se déplaçaient de plusieurs centaines de kilomètres en quelques millénaires. Les conditions tropicales, auparavant confinées aux régions équatoriales, se sont étendues jusqu'à des latitudes de 50-60 degrés. Des palmiers poussaient là où aujourd'hui se trouvent Londres et Paris. Des crocodiles nageaient dans des rivières qui sont maintenant en Allemagne et en Pologne. Et les mammifères, ces survivants qui s'étaient diversifiés régulièrement pendant 10 millions d'années, ont soudainement fait face à une nouvelle crise environnementale majeure. On devrait pouvoir voir comment ils ont répondu en détail parfait. Les regarder s'adapter à ces nouvelles conditions, migrer vers des refuges climatiques, évoluer de nouveaux mécanismes de tolérance à la chaleur. Suivre précisément les espèces qui s'en sont sorties versus celles qui n'ont pas survécu à ce bouleversement rapide. Et on peut, en quelque sorte. Mais une fois de plus, le registre fossile du MTPE est frustrantement fragmentaire. On a quelques excellents sites qui ont préservé des instantanés remarquables de l'événement. Le bassin de Bighorn dans le Wyoming, par exemple, contient des couches sédimentaires continues qui permettent de suivre les changements sur plusieurs milliers d'années. Quelques endroits en Europe ont également préservé des séquences utilisables. Quelques points en Asie nous donnent des aperçus précieux. Mais de vastes régions de la planète n'ont pratiquement aucun registre fossile fiable de cette période cruciale. Alors on sait que le MTPE s'est produit, les preuves géochimiques sont incontestables. On sait qu'il a causé des changements évolutifs et écologiques majeurs documentés dans plusieurs groupes d'organismes. On sait que les mammifères ont répondu en évoluant généralement vers des tailles corporelles plus petites, une adaptation classique au stress thermique qui permet de dissiper la chaleur plus efficacement. On peut même identifier quelques nouvelles espèces qui ont émergé spécifiquement pendant cette période, profitant des nouvelles conditions pour coloniser des territoires auparavant inaccessibles. Mais on ne peut pas voir l'image complète, la vision globale. On ne peut pas suivre comment les changements dans une région se connectaient causalement aux changements dans une autre. On ne peut pas identifier avec certitude quelles innovations évolutives étaient des réponses directes, adaptatives au réchauffement versus lesquelles se produisaient simplement par coïncidence pendant la même période. On ne peut pas quantifier précisément combien d'espèces se sont éteintes versus combien ont simplement migré hors de nos zones d'échantillonnage fossile.
C'est comme essayer de comprendre une révolution politique mondiale en n'ayant que les journaux de 3 villes pour toute documentation. Vous pouvez voir que quelque chose de majeur, de transformateur s'est produit. Vous pouvez identifier certains des grands patterns, des tendances générales. Mais vous manquez la plupart des données, la plupart des détails qui donnent vie à l'histoire, la plupart des connexions causales qui vous permettraient vraiment de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, et quelles leçons nous pourrions en tirer pour notre propre futur climatique. Et c'est la frustration fondamentale, lancinante du Paléocène. Nous savons que c'était l'une des périodes les plus importantes de l'évolution des mammifères dans toute l'histoire de la Terre. Le temps où nos ancêtres lointains sont passés de minuscules survivants traumatisés se cachant dans les décombres d'un monde détruit à des créatures diverses, adaptées, commençant à dominer les écosystèmes terrestres reconstruits. Les 10 millions d'années qui ont posé les fondations biologiques pour absolument tout ce qui a suivi, y compris les 22 millions d'années de serre mondiale de l'Éocène qui approchaient, y compris éventuellement nous-mêmes des dizaines de millions d'années plus tard. Mais nous regardons tout cela se produire à travers un trou de serrure minuscule. Attrapant des aperçus fugaces, des fragments d'images. Ratant systématiquement les moments cruciaux, les transitions clés, les innovations évolutives décisives qui ont tout changé. Les scientifiques ont travaillé sur ce problème avec acharnement pendant plus d'un siècle maintenant. Chaque année apporte de nouvelles découvertes, de nouveaux sites fossiles mis au jour par l'érosion ou l'excavation, de nouvelles espèces décrites et nommées, de nouvelles connexions proposées entre des formes auparavant considérées comme non reliées. L'image devient lentement, graduellement un peu plus claire, un peu plus détaillée, un peu plus cohérente. Mais les lacunes fondamentales demeurent et certaines ne seront probablement jamais comblées. Certaines des espèces qui ont évolué pendant le Paléocène ont très probablement vécu dans des environnements qui ne préservent tout simplement pas bien les fossiles, forêts de montagne aux sols acides, régions volcaniques actives, zones qui ont depuis été complètement subdues sous les plaques tectoniques ou érodées jusqu'à disparaître entièrement. Ces espèces, ces expériences évolutives, ces transitions cruciales qui auraient pu nous éclairer sur des mécanismes fondamentaux de l'adaptation et de la spéciation, elles sont parties. Pas juste disparues de la surface de la Terre, mais effacées de tout registre possible de l'histoire terrestre. Elles ont existé pendant des milliers, parfois des millions d'années. Elles ont importé biologiquement, écologiquement, accent aigu volutivement. Elles ont contribué génétiquement au chemin qui a mené aux mammifères modernes, y compris potentiellement à nos propres ancêtres primates. Mais nous ne connaîtrons jamais leurs détails, ne verrons jamais leur forme réelle, ne comprendrons jamais leurs adaptations spécifiques. Elles resteront à jamais des espaces vides dans notre compréhension, des blancs frustrants entre les rares fragments que nous avons miraculeusement réussi à récupérer contre toute probabilité statistique. C'est ce qui rend le Paléocène simultanément fascinant et profondément frustrant pour quiconque s'intéresse aux origines de notre monde moderne. C'est la période de récupération de la Terre par excellence. La preuve vivante que l'évolution peut rapidement, à l'échelle géologique du moins, remplir même les niches écologiques les plus vidées par une catastrophe planétaire. La démonstration que les mammifères pouvaient se transformer de survivants marginalisés, terrorisés, à la dominance écologique quasi totale en seulement 10 millions d'années de diversification opportuniste. C'est la fondation biologique absolue pour tout ce qui a suivi dans l'histoire des mammifères, y compris notre propre lignée de primates qui prenait ses tout premiers balbutiements évolutifs quelque part dans ces forêts du Paléocène tardif. Mais c'est aussi un rappel humiliant que le temps profond ne se préserve pas soigneusement, méthodiquement pour notre commodité intellectuelle future. Que le passé est principalement, massivement perdu dans les méandres de la géologie et du hasard. Que même pendant les périodes que nous désirons désespérément comprendre en détail, des périodes cruciales, formatrices pour nos propres origines évolutives, l'univers ne se soucie absolument pas de nous laisser un registre clair et complet. Ce que nous avons du Paléocène, c'est un contour général, une esquisse au fusain là où nous voudrions une peinture détaillée à l'huile avec chaque coup de pinceau visible. Nous savons que les mammifères se sont diversifiés massivement. Nous savons que les forêts sont revenues progressivement, changeant de composition botanique. Nous savons que le climat s'est réchauffé catastrophiquement à la toute fin de la période. Nous savons que certaines lignées ont spectaculairement réussi tandis que d'autres, même après 100 millions d'années de succès, ont mystérieusement échoué. Mais les mécanismes précis de ces succès et échecs, les séquences détaillées d'adaptation, les histoires individuelles d'espèces s'adaptant à des environnements changeants ou échouant à le faire, la plupart de ces récits restent cachés, verrouillés dans des roches qui n'existent plus physiquement ou enterrés profondément dans des sédiments que nous n'avons pas encore trouvés et ne trouverons peut-être jamais. Le Paléocène demeure la période de récupération de la Terre.
Mais c'est aussi, ironiquement, tragiquement, le plus beau mystère de la paléontologie moderne. Un temps où absolument tout a changé de manière fondamentale. Et nous avons raté de regarder la majorité de ces changements se produire, les détails perdus à jamais dans les silences du registre fossile. Mais l'histoire ne s'arrête évidemment pas là. Parce que voici le truc concernant le monde après les dinosaures et après le Paléocène. Il ne s'est pas juste rétabli tranquillement vers une normalité prévisible. Non, il est devenu complètement, spectaculairement, incompréhensiblement fou. Nous parlons d'une version de la Terre tellement différente de ce que nous connaissons qu'elle pourrait aussi bien être une planète extraterrestre d'un roman de science-fiction. Et la partie la plus étrange, la plus déroutante ? Nous comprenons à peine comment c'est arrivé ou pourquoi cela s'est finalement terminé. L'époque de l'Éocène, 56 à 34 millions d'années en arrière. Le nom vient du grec et signifie littéralement « l'aube du récent », ce qui est presque comique, presque ironique, parce qu'il n'y avait absolument rien de remotement récent concernant les conditions sur Terre pendant cette période extraordinaire. C'était la dernière fois, la toute dernière fois dans l'histoire géologique, où notre planète était un véritable monde de serre fonctionnant à plein régime. Pas de glace nulle part sur la planète entière. Pas au pôle nord ou sud. Pas sur les sommets des montagnes les plus élevées. Nulle part. La planète entière fonctionnait comme une immense serre tropicale. Essayez d'imaginer ceci aussi précisément que possible. Vous vous tenez debout dans ce qui sera, des dizaines de millions d'années plus tard, l'Alaska. Mais au lieu de la toundra gelée, du permafrost, des températures descendant à moins 40 degrés l'hiver, vous êtes entouré de palmiers. De vrais palmiers, avec leurs frondes caractéristiques se balançant doucement dans une brise arctique étonnamment chaude. Les preuves fossiles, des feuilles de palmier parfaitement préservées trouvées à des latitudes de 70 degrés nord, suggèrent que les températures moyennes auraient pu atteindre régulièrement 21 degrés Celsius, peut-être même davantage pendant les mois les plus chauds. Dans l'Arctique, toute l'année sans exception, parce que pendant l'Éocène, il n'y avait pas de saison comme nous les connaissons aujourd'hui. Le climat mondial était si uniformément, si intensément chaud que les différences de température entre l'équateur torride et les pôles étaient bien moins marquées qu'aujourd'hui. Les données géologiques, issues de multiples proxys, analyses isotopiques, assemblages de fossiles végétaux, études de chimie des sols, indiquent un gradient thermique d'environ 10 à 15 degrés Celsius entre équateur et pôle, alors qu'aujourd'hui cette différence peut atteindre 55 degrés ou plus. Des crocodiles nageaient paresseusement dans des rivières là où se trouvent maintenant Londres et Paris. Des alligators se prélassaient sur des berges boueuses dans le Wyoming actuel. Des primates ressemblant à des lémuriens grimpaient agilement dans des forêts tropicales denses qui couvraient ce qui est maintenant le Midwest américain. L'océan Arctique lui-même, aujourd'hui recouvert de glace une grande partie de l'année, était assez chaud pour qu'on puisse confortablement y nager. Les analyses géochimiques de sédiments océaniques suggèrent que les eaux de surface atteignaient parfois des températures de 21 à 24 degrés Celsius. Pour mettre cela en perspective, c'est significativement plus chaud que l'océan Pacifique au large de la Californie aujourd'hui. Mais voici où les choses deviennent vraiment étranges, vraiment problématiques pour notre compréhension du système climatique terrestre. Nous ne comprenons pas complètement pourquoi l'Éocène était si extraordinairement chaud. Les analyses géochimiques montrent que les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique étaient effectivement plus élevés qu'aujourd'hui. Les estimations varient considérablement selon les méthodes utilisées et les sites étudiés, suggérant des concentrations quelque part entre 1000 et 2000 parts par million, comparées aux 420 parts par million d'avant l'ère industrielle moderne. Mais même en tenant compte de ces taux substantiellement élevés de CO2, les modèles climatiques les plus sophistiqués que nous possédons peinent à reproduire fidèlement les températures polaires observées dans les données fossiles et géochimiques. Les modèles prédisent un réchauffement, certes, mais pas assez pour expliquer des palmiers poussant au cercle arctique. Cela pourrait impliquer qu'il manque des éléments cruciaux à notre compréhension, des mécanismes de rétroaction dans le système climatique terrestre que nous n'avons pas encore identifiés ou que nous comprenons insuffisamment. Des processus liés à la dynamique des nuages, à la redistribution de chaleur par les courants océaniques, aux rétroactions impliquant la végétation ou à d'autres facteurs ont probablement joué des rôles essentiels, mais leur nature exacte et leur importance relative restent activement débattues dans la littérature scientifique. Et ce n'était pas une anomalie temporaire, un bref écart de quelques milliers d'années. L'Éocène a duré 22 millions d'années complètes. Pour mettre ce chiffre en perspective réelle, c'est significativement plus long que l'intervalle de temps total entre l'impact d'astéroïdes qui a tué les dinosaures et le début de l'Éocène lui-même. 22 millions d'années de conditions tropicales ininterrompues sur l'ensemble de la planète.
22 millions d'années pour que la vie s'adapte complètement, profondément à ce monde de serre, évoluant dans des formes et des stratégies que nous pouvons à peine reconnaître ou comprendre aujourd'hui. Les mammifères qui ont émergé et prospéré pendant l'Éocène ne ressemblaient à rien de ce qui existe aujourd'hui. Et je veux dire littéralement rien. Bien sûr, il y avait des versions primitives, ancestrales de groupes que nous reconnaissons aujourd'hui. Des chevaux primitifs pas plus gros que des chiens de taille moyenne, avec 4 doigts aux pattes avant et 3 aux pattes arrière. Des baleines primitives encore dotées de pattes fonctionnelles, marchant maladroitement sur Terre avant de retourner chasser dans les océans peu profonds. Des primates anciens expérimentant progressivement avec la vie arboricole, développant lentement une vision stéréoscopique et des mains préhensiles. Mais il y avait aussi des groupes entièrement nouveaux de mammifères qui n'ont absolument aucun descendant moderne. Des lignées évolutives qui ont prospéré spectaculairement pendant des millions d'années dans les écosystèmes de l'Éocène, puis ont complètement, mystérieusement disparu sans laisser de traces génétiques dans le monde moderne. Ne laissant derrière elles que des fragments de fossiles énigmatiques et des questions massives, frustrantes sur ce qu'ils étaient exactement, comment ils vivaient quotidiennement, et pourquoi ils ont finalement échoué là où d'autres lignées ont réussi. Prenez les créodontes par exemple. C'étaient les prédateurs apex incontestés du début et du milieu de l'Éocène, remplissant les rôles écologiques que les grands félins, les loups et les ours remplissent dans les écosystèmes modernes. Mais ils n'étaient pas du tout liés génétiquement aux carnivores modernes. Ils représentaient une expérience évolutive complètement séparée, indépendante dans le développement du carnivorisme mammalien. Certaines espèces étaient absolument massives, dépassant en taille les lions modernes. D'autres étaient petites et agiles, ressemblant superficiellement à des belettes ou des martres, mais sans lien évolutif direct. Ils ont dominé les écosystèmes terrestres pendant des millions d'années, jouant le rôle de régulateurs de populations d'herbivores. Les données fossiles montrent qu'ils étaient diversifiés, répandus, apparemment parfaitement adaptés. Puis ils ont mystérieusement disparu il y a environ 35 millions d'années, remplacés progressivement par les vrais carnivores, les ancêtres des chats, chiens et ours modernes. Les données fossiles montrent ce remplacement se produire, mais les causes précises restent obscures et débattues. On peut en déduire que les vrais carnivores possédaient peut-être certains avantages adaptatifs subtils, dans leur métabolisme énergétique, leur structure sociale, leur capacité de chasse coopérative, ou leur plasticité comportementale, mais identifier lesquels exactement demeure incertain. Des millions d'années d'histoire évolutive créodonte se sont éteints, et les mécanismes précis de cette transition écologique majeure nous échappent largement, perdus dans les lacunes du registre fossile. Ou considérer les brontotères, des créatures absolument extraordinaires. Imaginez un rhinocéros, mais transformé, rendu plus étrange, presque alien. Ces herbivores massifs ressemblaient à quelqu'un qui aurait pris un rhinocéros moderne et lui aurait greffé des cornes élaborées en forme de i ou de fourche sur le crâne, puis aurait agrandi l'animal entier jusqu'à ce que certaines espèces atteignent 2,5 mètres de haut à l'épaule et pèsent environ 4 tonnes, comparables aux plus gros rhinocéros modernes. Ils étaient omniprésents pendant le milieu de l'Éocène, dominant complètement les écosystèmes terrestres d'Amérique du Nord et d'Asie. Les assemblages fossiles montrent qu'ils représentaient souvent la majorité de la biomasse herbivore dans leurs écosystèmes. Puis, il y a environ 34 millions d'années, ils ont tous disparu en ce qui semble être des secondes géologiques. La famille entière, des douzaines d'espèces différentes, parties, éteintes, effacées. Le registre fossile les montre abondants et prospères 1 million d'années, puis complètement absents des couches suivantes. Les spécialistes ont proposé plusieurs hypothèses pour expliquer leur disparition. Le refroidissement climatique marquant la transition Éocène-Oligocène aurait pu drastiquement réduire leur habitat préféré de forêts humides. La compétition avec d'autres grands herbivores nouvellement apparus, peut-être des ongulés plus efficaces dans l'extraction de nutriments des plantes, a pu jouer un rôle. À la lumière de nos connaissances actuelles, on peut supposer qu'une combinaison synergique de facteurs environnementaux et biologiques a contribué à leur extinction rapide, mais la chronologie précise et l'importance relative de chaque facteur restent l'objet de débats scientifiques actifs. Et voici ce qui rend tout cela vraiment, profondément frustrant pour les paléontologues. L'Éocène aurait dû nous laisser un registre fossile absolument spectaculaire, extraordinairement riche. Les conditions chaudes et humides signifient végétation luxuriante, productivité biologique élevée, vie abondante à tous les niveaux trophiques et de nombreux animaux mourant régulièrement et ayant de bonnes chances d'être rapidement enterrés dans les sédiments. En théorie, nous devrions avoir des milliers, peut-être des dizaines de milliers de spécimens fossiles bien préservés de cette époque.
Mais au lieu de cela, le registre fossile de l'Éocène est criblé de trous béants. Des lacunes massives où nous devrions logiquement avoir des milliers de spécimens représentant des centaines d'espèces, mais où nous avons à la place littéralement des poignées d'os fragmentaires. Des périodes de transition critiques, précisément les moments où nous aimerions désespérément voir comment les espèces évoluaient, s'adaptaient, se transformaient, mais où nous ne trouvons presque rien d'utilisable. Pourquoi cette pauvreté frustrante ? En partie, c'est la géologie travaillant activement contre nous, effaçant les preuves presque aussi vite qu'elles se formaient. L'Éocène était une période d'activité tectonique exceptionnellement intense. Les continents bougeaient plus rapidement qu'à presque toute autre période de l'histoire phanérozoïque. L'Inde continuait sa course folle vers le nord, s'écrasant progressivement en Asie, créant les premiers soulèvements qui deviendraient éventuellement l'Himalaya, et dans le processus de cette collision monumentale, détruisant ou profondément enterrant d'innombrables lits fossiles qui auraient pu nous raconter des histoires extraordinaires. L'océan Atlantique s'élargissait inexorablement, séparant l'Amérique du Nord et l'Europe de plusieurs centimètres par an, subduisant le plancher océanique ancien et emmenant des sédiments porteurs de fossiles profondément dans le manteau terrestre où ils seraient fondus, recyclés, leurs informations biologiques détruites à jamais. Les montagnes rocheuses étaient en plein processus de soulèvement majeur, inclinant dramatiquement les couches de roches, les fracturant en milliers de fragments, mélangeant le registre géologique jusqu'à ce que déterminer ce qui s'était passé qu'en devienne un casse-tête presque impossible même pour les géologues les plus expérimentés. Mais ce n'est pas seulement la tectonique qui travaille contre nous. C'est aussi l'environnement lui-même, les écosystèmes dominants de l'Éocène. Les forêts tropicales, qui couvraient d'énormes portions, peut-être la majorité de la terre éocène, sont notoirement, terriblement mauvaises pour la préservation fossile. La chaleur intense et l'humidité constante font que les corps se décomposent extrêmement rapidement, souvent en quelques jours ou semaines. Les sols tropicaux sont généralement très acides, dissolvant efficacement les eaux exposées. La croissance explosive et la décomposition rapide de végétation créent une bioturbation constante, un retournement perpétuel du sol qui détruit les sites d'enfouissement potentiels presque aussi vite qu'ils se forment. Les forêts tropicales modernes sont indéniablement parmi les endroits les plus biodiversifiés, les plus riches en espèces sur Terre aujourd'hui. Pourtant elles produisent presque aucun fossile utilisable. Les forêts tropicales de l'Éocène étaient vraisemblablement pareilles, grouillant de vie extraordinairement diverses à chaque niveau, du sol forestier à la canopée, mais cette vie ne laissait presque aucune trace fossile permanente. Alors nous sommes forcés, contraints de reconstruire une époque géologique entière de 22 millions d'années à partir d'indices incroyablement épars. Un os de mâchoire trouvé ici, miraculeusement préservé dans une coulée de cendres volcaniques. Une dent isolée là, découverte dans un ancien lit de rivière. Occasionnellement, très occasionnellement, si nous sommes incroyablement, extraordinairement chanceux, un squelette presque complet, peut-être 60 ou 70% préservé. Et de ces fragments dispersés, séparés par des milliers de kilomètres et des millions d'années, nous essayons héroïquement de comprendre un monde qui était fondamentalement, radicalement différent du nôtre. Les primates primitifs illustrent parfaitement cette frustration scientifique profonde. Quelque part pendant l'Éocène, probablement vers le milieu de l'époque, les ancêtres des singes, des grands singes, et éventuellement des humains ont divergé accent aigu volutivement des ancêtres des lémuriens et des loris. C'est indéniablement l'une des divisions les plus importantes, les plus conséquentes de toute l'évolution des primates. C'est littéralement le début de la lignée évolutive qui produirait éventuellement nous, Homo sapiens, des dizaines de millions d'années plus tard. Et le registre fossile documentant cette transition fondamentale est terrible. Presque non existe. Pitoyablement, tragiquement inadéquat. Nous avons des primates du début de l'Éocène qui ressemblent généralement à des lémuriens, de petites créatures arboricoles aux yeux énormes, clairement adaptées pour la vie nocturne dans les forêts tropicales denses. Nous avons quelques primates du milieu de l'Éocène qui montrent certaines caractéristiques anatomiques, dans la structure de leurs orbites oculaires, dans leurs proportions dentaires, suggérant qu'ils pourraient peut-être être plus proches, accent aigu, volutivement des singes et grands singes que des lémuriens. Et puis nous avons des primates de la fin de l'Éocène et du début de l'Oligocène qui sont clairement, définitivement sur la lignée évolutive menant aux singes et grands singes modernes, montrant des caractéristiques diagnostiques dans leur crâne, leurs dents, leur squelette post-crânien. Mais les transitions cruciales entre ces groupes, les espèces intermédiaires qui montreraient actuellement, concrètement les étapes évolutives précises menant d'un groupe à l'autre, manquantes, simplement, frustrantement absentes, perdues probablement à jamais dans des millions d'années de forêts tropicales et éocènes qui ont produit presque aucun fossile récupérable.
Il y a une lacune monumentale dans notre compréhension ici, un trou béant qui fait littéralement des millions d'années de large. Nous ne pouvons pas observer directement les innovations évolutives spécifiques qui ont rendu les primates anthropoïdes, nos ancêtres directs, fondamentalement différents des autres lignées de primates. Nous ne pouvons pas suivre le développement progressif de caractéristiques comme les yeux orientés vers l'avant permettant une vision stéréoscopique précise, les mains de préhension avec des pouces opposables, les cerveaux progressivement élargis et réorganisés. Toutes les caractéristiques anatomiques et cognitives qui rendraient éventuellement, des dizaines de millions d'années plus tard, les humains possibles. Les preuves fossiles directes ne sont tout simplement pas là, probablement détruites ou jamais formées en premier lieu. Si vous commencez à vous endormir maintenant, tant mieux. Laissez votre esprit dériver à travers ces forêts éocènes perdues, où nos ancêtres primates sautaient de branche en branche sous un soleil tropical qui brillait jusqu'au pôle. Rêvez de ce monde disparu où des palmiers poussaient en Arctique et où d'étranges mammifères que nous ne comprendrons jamais complètement erraient dans des paysages qui n'existent plus. Nous continuerons notre voyage à travers le temps profond, explorant les mystères qui demeurent, les questions sans réponse, les silences du registre fossile qui nous rappellent combien de l'histoire de notre planète est perdue à jamais. Mais la Terre n'en avait pas terminé avec ses transformations. Parce qu'il y a environ 34 millions d'années, quelque chose de véritablement dramatique s'est produit. Le monde de serre a pris fin. Pas graduellement sur des millions d'années, permettant aux écosystèmes de s'adapter progressivement. Non, relativement soudainement en termes géologiques, en moins d'1 million d'années, un claquement de doigts sur l'horloge géologique. Les analyses isotopiques montrent que les températures mondiales ont chuté d'environ 8 à 10 degrés Celsius. C'est un refroidissement massif, brutal. Des calottes glaciaires se sont formées en Antarctique pour la première fois en plus de 20 millions d'années, s'étendant rapidement pour couvrir un continent qui, quelques centaines de milliers d'années auparavant, portait encore des forêts tempérées avec des rivières coulant librement. Les forêts tropicales qui avaient dominé, couverts d'énormes portions de la planète pendant des dizaines de millions d'années, se sont retirées rapidement vers l'équateur, laissant derrière elles des zones tempérées puis progressivement arides. Et une vague d'extinction a balayé les écosystèmes terrestres et marins à travers le monde. Nous savons que cela s'est produit. Les preuves géologiques et paléontologiques sont absolument claires, répétées dans des centaines de sites à travers le globe. Mais nous ne comprenons pas complètement, définitivement pourquoi. La théorie principale, la plus largement acceptée, implique des changements fondamentaux dans les courants océaniques. À mesure que les continents continuaient leur dérive tectonique inexorable, le passage de Drake, le détroit séparant l'Amérique du Sud de l'Antarctique, s'est finalement ouvert suffisamment large, suffisamment profond pour permettre au courant circumpolaire antarctique de se former et de fonctionner pleinement. Ce courant massif, circulant d'ouest en et tout autour de l'Antarctique, a isolé thermiquement le continent. Il a empêché les eaux tropicales chaudes des océans Pacifique, Atlantique et Indien d'atteindre les côtes antarctiques, les détournant vers le nord. Sans cet apport constant de chaleur océanique, l'Antarctique a commencé à se refroidir dramatiquement. La formation progressive de calottes glaciaires antarctiques a alors créé une boucle de rétroaction climatique amplificatrice. La glace et la neige réfléchissent beaucoup plus de lumière solaire que la roche sombre ou la végétation. Les scientifiques parlent d'augmentation de l'albédo planétaire. Cette réflexion accrue refroidissait davantage la planète, causant encore plus de glace de se former, qui réfléchissait encore plus de lumière, et ainsi de suite dans une spirale de refroidissement auto-entretenue. Mais voici où le timing devient problématique, où notre compréhension révèle ses failles. Certaines preuves géologiques et géochimiques suggèrent que le refroidissement climatique global a commencé avant que le passage de Drake soit complètement, définitivement ouvert à sa configuration moderne. D'autres ensembles de données montrent des périodes de réchauffement temporaire ponctuant la tendance générale au refroidissement, comme si le système climatique hésitait, testait différents états d'équilibre. La transition n'était manifestement pas lisse et monotone. Elle était chaotique, saccadée, pleine de faux départs et d'inversions temporaires qui compliquent énormément notre compréhension des mécanismes causaux précis. Et comme nous pourrions maintenant nous y attendre douloureusement, le registre fossile de cette période absolument critique et fragmentaire, incomplet, criblé de lacunes là où nous avons désespérément besoin de données continues mais où nous n'avons presque rien d'utilisable. Ce que nous savons avec certitude, c'est que cette transition climatique a fondamentalement changé quels organismes survivaient et lesquels s'éteignaient. Les créodontes, ces prédateurs qui avaient dominé pendant des millions d'années? Partis, éteints. Les brontotères, ces herbivores géants et bizarres? Également disparus.
des douzaines d'autres familles entières de mammifères qui avaient prospéré tout au long de l'Éocène, certaines depuis le Paléocène voire même le Crétacé supérieur, anéanties en quelques centaines de milliers d'années au maximum. À leur place sont progressivement venus de nouveaux groupes, de nouvelles lignées. Les ancêtres reconnaissables de nombreux mammifères modernes, des chevaux primitifs mais déjà reconnaissables, des éléphants ancestraux, des rhinocéros, des chameaux, des porcs. Des animaux adaptés au monde plus frais, plus saisonnier, progressivement plus arides qui émergeaient des décombres du monde de Serre et Éocène. Mais les extinctions n'étaient pas aléatoires, et malheureusement nous ne comprenons pas complètement le pattern qui déterminait survie versus extinction. Certains groupes ont complètement, totalement disparu sans laisser aucun descendant génétique. D'autres ont survécu mais ont été réduits à de minuscules populations résiduelles, des reliques vivant dans des refuges écologiques isolés. D'autres encore ont apparemment prospéré pendant la transition climatique, s'étendant dans leur gamme géographique alors que les écosystèmes tropicaux se contractaient et que de nouveaux habitats tempérés et secs s'ouvraient. Essayer de comprendre précisément ce qui déterminait la survie versus l'extinction est presque impossible actuellement parce que le registre fossile présente tant de lacunes frustrantes. Nous manquons cruellement les données environnementales détaillées, les registres climatiques locaux minute par minute, pour ainsi dire, les changements de végétation, les modifications de disponibilité en eau. Nous manquons les informations détaillées espèce par espèce qui nous permettraient de reconstruire exactement ce qui s'est passé écologiquement et accent aigu volutivement, pourquoi certaines adaptations fonctionnaient soudainement alors que d'autres échouaient catastrophiquement. Nous avons l'image d'ensemble, refroidissement global, glaciation antarctique, extinction massive, renouvellement faunique majeur. Mais les détails, les mécanismes précis, les histoires individuelles sont largement perdues. Et voici ce qui rend cette lacune de compréhension particulièrement frustrante, presque douloureuse pour les climatologues et écologistes modernes. La transition Éocène-Oligocène représente indéniablement le meilleur, le plus récent analogue géologique pour ce qui pourrait arriver au climat terrestre dans un futur relativement proche. Nous vivons actuellement une période de réchauffement rapide, dramatique, conduit principalement par la montée des niveaux de CO2 atmosphérique résultant de la combustion de combustibles fossiles. L'Éocène représentait la dernière fois dans l'histoire géologique où la Terre a connu des concentrations de CO2 comparables à ce vers quoi nous nous dirigeons potentiellement ce siècle et le suivant. Comprendre en détail ce qui s'est passé alors. Comment précisément les écosystèmes ont répondu à un réchauffement puis un refroidissement rapide, quelles espèces ont survécu et pourquoi, quels mécanismes écologiques ont permis certaines adaptations mais pas d'autres, pourraient nous donner des aperçus absolument cruciaux, peut-être même vitaux sur ce qui pourrait se produire dans les prochains siècles alors que notre propre climat se déstabilise. Mais nous ne pouvons pas pleinement comprendre et exploiter cet analogue géologique parce que les preuves fossiles et géochimiques ne sont tout simplement pas suffisamment complètes. La dérive continentale a détruit des pans entiers du registre. Les conditions de préservation tropicale ont empêché la formation de nombreux fossiles. Les bouleversements géologiques, soulèvements montagneux, rifting continental, subduction océanique, ont enterré, fragmenté ou complètement oblitéré les sédiments qui auraient pu nous raconter l'histoire complète. Nous sommes laissés avec une période absolument critique de l'histoire terrestre que nous ne pouvons que partiellement reconstruire, comme un puzzle dont les 3/4 des pièces ont été jetées. L'Éocène se dresse donc comme une lacune monumentale dans notre compréhension de comment le climat et les écosystèmes terrestres fonctionnent, interagissent, se transforment sous des conditions extrêmes. 22 millions d'années de conditions de serre qui ont produit des formes de vie, des écosystèmes, des interactions biologiques que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. Des lignées de mammifères extraordinaires qui ont monté et chuté sans laisser d'explication complète de leur succès initial ou de leur échec final. Une période où les palmiers poussaient littéralement au cercle polaire arctique et où les crocodiles nageaient dans des rivières qui sont maintenant gelées la plupart de l'année. Et peut-être le plus important pour comprendre nos propres origines, l'Éocène contenait les débuts évolutifs cruciaux de notre propre lignée de primates. Quelque part dans ces forêts tropicales éocènes perdues, parmi ces fossiles fragmentaires et ces lacunes massives frustrantes dans le registre, nos ancêtres évoluaient progressivement les caractéristiques anatomiques, physiologiques et peut-être même comportementales qui rendraient éventuellement les humains possibles des dizaines de millions d'années plus tard. Vision binoculaire améliorée pour juger précisément les distances entre branches. Main de préhension avec coordination fine pour saisir nourriture et se déplacer dans la canopée. Cerveau lentement, progressivement plus gros et plus complexe. Structure sociale peut-être de plus en plus sophistiquée.
Les fondations mêmes de ce qui nous rend humains étaient méticuleusement, progressivement posées par la sélection naturelle dans ces écosystèmes disparus. Et nous pouvons à peine, frustratement voir ces transformations se produire parce que la Terre elle-même a méthodiquement effacé les preuves directes au fil des dizaines de millions d'années qui ont suivi, nous laissant avec des questions fondamentales que nous ne pourrons peut-être jamais complètement répondre. L'Éocène demeure l'un des plus beaux, des plus captivants, et simultanément des plus frustrants mystères de toute la paléontologie et de la science du climat. Le temps continue inexorablement sa marche. Les millions d'années s'accumulent. Et alors que nous quittons progressivement l'Éocène derrière nous, nous entrons dans ce que beaucoup de paléontologues considèrent comme l'une des périodes les plus frustrantes, les plus lacunaires de toute l'histoire géologique récente. Non pas parce que rien d'important ne s'est passé, bien au contraire, mais parce que presque tout ce qui s'est passé d'évolutivement significatif a laissé virtuellement aucune trace fossile utilisable. Bienvenue dans l'Oligocène et le Miocène. 34 millions à 5 millions d'années avant le présent. Presque 30 millions d'années complètes d'histoire terrestre qui devraient logiquement être absolument saturées de réponses à nos plus grandes, nos plus pressantes questions évolutives. Au lieu de quoi ? C'est comme si quelqu'un avait méthodiquement pris les chapitres les plus importants, les plus révélateurs de l'autobiographie géologique de la Terre et les avait soigneusement, systématiquement passés dans une déchiqueteuse industrielle. Voici ce que nous savons s'être produit pendant cette période immense basée sur les fragments que nous avons réussi à récupérer. La planète continuait de se refroidir de manière régulière, inexorable, dramatique. Se transformant progressivement du monde encore chaud et relativement humide de l'Éocène tardif en quelque chose qui deviendrait éventuellement reconnaissable comme la configuration climatique moderne de la Terre. L'Antarctique, qui avait été boisé, tempéré, portant une faune diversifiée juste quelques millions d'années auparavant, a gelé solidement, définitivement il y a environ 34 millions d'années au début de l'Oligocène. En quelques centaines de milliers d'années seulement, un instant géologique, il est passé d'un continent vivant avec des forêts de conifères, des rivières coulantes, peut-être même de petits mammifères, à un désert gelé, stérile couvert de calottes glaciaires atteignant rapidement des kilomètres d'épaisseur. Cette transformation continentale rapide, dramatique aurait dû être exhaustivement documentée dans des milliers de sites fossiles répartis à travers le globe, montrant les répercussions écologiques de cette glaciation massive. On devrait avoir couche après couche de sédiments soigneusement préservés montrant le changement progressif, étape par étape d'un régime climatique à un autre radicalement différent, d'un ensemble d'écosystèmes interconnectés à un autre complètement transformé. Chaque espèce s'éteignant, migrant ou s'adaptant devrait théoriquement laisser des traces fossiles permettant de reconstruire précisément le processus. Au lieu de quoi ? Des lacunes. Des lacunes massives, inexplicables, frustrantes où des écosystèmes entiers, des faunes complètes disparaissent simplement du registre fossile sans transition claire, sans séquence évolutive visible, sans rien pour connecter causalement les états avant et après. Mais le refroidissement ne s'est évidemment pas arrêté net avec la glaciation initiale de l'Antarctique. Au cours des 30 millions d'années suivantes traversant l'Oligocène et le Miocène, les températures globales ont continué leur descente lente mais apparemment inéluctable vers des valeurs de plus en plus basses. Le monde chaud, humide, densément couvert de jungles qui avait caractérisé, dominé la Terre pendant des centaines de millions d'années depuis le Carbonifère mourait progressivement. Et simultanément, quelque chose d'entièrement nouveau émergeait pour le remplacer. Les prairies, les vastes étendues herbeuses. Maintenant, les prairies peuvent ne pas sembler particulièrement excitantes ou révolutionnaires à première vue. De l'herbe, de vastes plaines monotones. Mais en réalité, cela représentait l'une des transitions écologiques les plus profondément révolutionnaires, les plus transformatrices de toute l'histoire géologique de la Terre. Pendant la vaste majorité de l'âge des mammifères jusqu'alors, depuis l'extinction des dinosaures 60 millions d'années auparavant, la planète avait été dominée écologiquement par les forêts. Des écosystèmes verticaux, structurés en couches, denses et enchevêtrés où le succès évolutif signifiait principalement être capable de grimper agilement, de se balancer entre branches, de se cacher efficacement dans la canopée feuillue. Puis, relativement soudainement en termes géologiques, d'immenses portions de ces forêts ancestrales ont progressivement, inexorablement disparu. Elles ont été remplacées par des espaces horizontaux, ouverts, visuellement dégagés. Des plaines apparemment sans fin d'herbes et de plantes herbacées basses s'étendant littéralement d'horizon en horizon, interrompues seulement occasionnellement par des bosquets d'arbres le long des cours d'eau ou dans les zones plus humides. Ceci aurait dû, logiquement, représenter l'une des transitions les mieux documentées, les plus exhaustivement étudiées de toute l'histoire paléontologique.
Le changement fondamental de forêt dense à prairie ouverte aurait nécessairement affecté profondément, transformé radicalement chaque animal existant sur les continents touchés. De nouvelles espèces hautement spécialisées auraient dû émerger accent aigu évolutivement pour exploiter spécifiquement ces espaces ouverts nouveaux. Coureurs rapides échappant aux prédateurs sans couverture forestière, herbivores développant des dents adaptées aux graminées abrasives riches en silice, prédateurs utilisant la vitesse plutôt que l'embuscade. Les anciennes espèces forestières auraient dû soit s'éteindre progressivement, soit s'adapter morphologiquement et comportementalement aux nouvelles conditions, soit migrer vers les refuges forestiers rétrécissants. Le registre fossile devrait théoriquement nous montrer cette transformation écologique majeure en détail exquis, presque cinématographique. Couche sédimentaire par couche sédimentaire. Espèce par espèce apparaissant et disparaissant. Sauf que ce n'est absolument pas le cas. Ce que nous avons effectivement à notre disposition, c'est des instantanés discontinus, des fenêtres temporelles brèves et espacées. De rares aperçus dans cette période de 30 millions d'années, séparés par d'énormes, de gigantesques lacunes temporelles. Nous avons quelques bons sites montrant des écosystèmes forestiers typiques du début de l'Oligocène avec une faune adaptée à la vie arboricole. Puis littéralement des millions d'années complètes de presque rien d'utilisable paléontologiquement. Puis soudainement, dans le Miocène tardif, nous découvrons de vastes prairies bien établies supportant des communautés animales complètement, radicalement différentes, des chevaux à un seul sabot galopant en troupeau, des antilopes ancestrales, des félins chasseurs de plaine. La transition évolutive et écologique cruciale entre ces deux états écosystémiques? Le processus réel, graduel de transformation forestière en prairie? Largement, désespérément manquant du registre fossile disponible. Si vous sentez le sommeil vous gagner maintenant, laissez-vous aller. Imaginez ces vastes prairies du Miocène s'étendant à perte de vue, des troupeaux d'animaux étranges paissant sous un ciel changeant. Des ancêtres de chevaux pas tout à fait comme ceux d'aujourd'hui. Des éléphants primitifs aux défenses bizarrement configurées. Et quelque part, cachés dans les derniers bosquets d'arbres, nos ancêtres singes observaient ce monde nouveau et déroutant, se demandant peut-être où étaient passées les forêts ancestrales. Nous reviendrons bientôt explorer davantage de ces mystères perdus dans le temps. Pour l'instant, reposez-vous et rêvez de prairies disparues et de créatures que nous ne comprendrons jamais complètement. Et nulle part cette frustration paléontologique n'est plus aiguë, plus douloureuse que concernant nos propres ancêtres évolutifs directs. Parce que quelque part pendant l'Oligocène et le Miocène, quelque chose d'absolument crucial, de fondamentalement important s'est produit dans l'histoire évolutive des primates. Les grands singes ont évolué, se sont différenciés des autres primates. Pas juste n'importe quel singe générique, mais spécifiquement la lignée qui mènerait inéluctablement, par une série de transformations évolutives progressives, aux humains modernes des millions d'années plus tard. Ceci devrait logiquement, incontestablement représenter la période la plus intensément étudiée, la plus exhaustivement fouillée de toute la paléontologie. C'est littéralement le moment où notre arbre généalogique évolutif a commencé à se ramifier distinctement des autres grands singes. C'est la période durant laquelle les caractéristiques définissant l'humanité même sous forme primitive, embryonnaires, ont commencé leur lente émergence évolutive. Au lieu de quoi? Ce que nous avons concrètement disponible, c'est ce que les scientifiques appellent diplomatiquement, avec euphémisme, une lacune substantielle dans le registre fossile. Ce qu'il signifie réellement, sans détour, c'est que nous n'avons presque rien d'utilisable. Quelques dents isolées, des fragments de mâchoire, occasionnellement un bout de crâne déformé. C'est scandaleux et ment, embarrassamment peu pour documenter l'émergence de notre propre lignée. Voici ce que nous pensons probablement s'être passé, basé sur les preuves fragmentaires, inadéquates que nous avons miraculeusement réussi à récupérer et sur les inférences que nous pouvons raisonnablement faire. Il y a environ 25 millions d'années pendant l'Oligocène, des singes primitifs, ancestraux ont commencé à apparaître sporadiquement dans le registre fossile africain. Ce n'était manifestement pas comme les grands singes modernes que nous connaissons, gorilles, chimpanzés, orang-outans. Ils étaient significativement plus petits, plus graciles, morphologiquement plus ressemblants à des singes qu'à des grands singes modernes dans leur anatomie générale. Passant vraisemblablement encore la vaste majorité de leur temps dans les arbres plutôt que sur le sol. Mais ils possédaient certaines caractéristiques anatomiques distinctives, des patterns dentaires spécifiques, des proportions particulières des membres, des configurations crâniennes diagnostiques, qui les marquent définitivement comme appartenant à la lignée des grands singes plutôt qu'à celle des singes. Ils représentaient nos ancêtres, aussi primitifs et différents de nous qu'ils aient pu être.
Le début réel, tangible de notre ligne évolutive propre. Puis, frustrantement, prévisiblement, le registre fossile devient essentiellement sombre, opaque. Pendant littéralement des millions d'années consécutives, nous n'avons presque rien de substantiel. Une dent molaire trouvée ici au Kenya. Un fragment de mâchoire inférieure découvert là en Éthiopie. Mais absolument aucun squelette complet ou même substantiellement complet. Aucune séquence évolutive claire, cohérente. Aucun moyen fiable de suivre comment ces singes primitifs changeaient morphologiquement et s'adaptaient écologiquement au fil du temps. C'est comme essayer désespérément de regarder un film narratif complexe quand littéralement 95% des images, des scènes ont été définitivement, irrévocablement supprimées. Vous pouvez très vaguement, approximativement comprendre ce qui se passe globalement. Mais vous manquez absolument tous les détails cruciaux, toutes les transitions causales, toutes les nuances qui donnent réellement du sens à l'histoire. Quand le registre fossile se relève enfin partiellement, s'améliore quelque peu dans le Miocène moyenne il y a environ 15 millions d'années, littéralement tout a déjà fondamentalement changé. Maintenant nous découvrons de multiples espèces distinctes de grands singes répartis géographiquement à travers l'Afrique, s'étendant même en Europe et en Asie. Certaines espèces sont petites et graciles, probablement encore largement arboricoles. D'autres sont devenues massives, imposantes, pesant potentiellement des centaines de kilogrammes, parmi les plus gros primates ayant jamais existé. Certaines montrent des adaptations claires, spécialisées pour une vie principalement dans les arbres, longs bras, mains préhensiles puissantes. D'autres présentent des signes anatomiques précoces, embryonnaires d'adaptation terrestriole, membres inférieurs robustes, proportions corporelles différentes. La diversité morphologique et écologique est absolument étourdissante, impressionnante. Et les relations évolutives précises entre toutes ces espèces diverses sont presque impossibles à démêler définitivement parce que nous manquons crucialement les fossiles intermédiaires, connectants qui nous diraient précisément, sans ambiguïté comment elles sont phylogénétiquement reliées. Les paléontologues parlent de « lignée fantôme », un terme technique évocateur pour des lignes évolutives qui ont absolument dû exister logiquement, mathématiquement basées sur les preuves génétiques comparatives et les patterns anatomiques observés, mais qui n'ont laissé pratiquement aucune trace fossile directe récupérable. Les mathématiques de la phylogénie évolutive nous disent de manière incontestable qu'elles étaient là, vivant, se reproduisant, évoluant. L'analyse comparative de l'ADN des grands singes modernes confirme indépendamment qu'elles existaient nécessairement. Mais les roches, frustrantement, restent essentiellement silencieuses, refusant de révéler leurs secrets. Pensez profondément, sérieusement à ce que cela signifie pour notre compréhension de nos propres origines. Pendant environ 10 à 15 millions d'années durant cette période absolument critique, quand les grands singes se diversifiaient accent aigu volutivement et s'étendaient géographiquement à travers 3 continents entiers, nous avons peut-être au total quelques douzaines de spécimens partiels, fragmentaires. Pour mettre cette pénurie scandaleuse en perspective réelle, nous avons objectivement une meilleure documentation fossile, plus complète et cohérente de certains dinosaures ayant vécu il y a plus de 100 millions d'années que nous n'en avons de nos propres ancêtres directs d'il y a juste 20 millions d'années. C'est absurde, c'est frustrant, mais c'est la réalité incontournable. Pourquoi cette absence déchirante, cette lacune béante ? Qu'est-il arrivé concrètement à tous ces fossiles qui devraient logiquement exister ? Une portion substantielle de la réponse réside malheureusement dans la géologie elle-même, travaillant activement contre nos efforts de reconstruction. L'Oligocène et le Miocène étaient géologiquement des périodes d'activité tectonique exceptionnellement intenses, dramatiques. Des chaînes montagneuses se formaient activement à travers le globe. L'Inde continuait inexorablement son impact, sa collision avec l'Asie, poussant progressivement vers le haut l'Himalaya dans un processus orogénique qui continue encore aujourd'hui. L'Afrique dérivait tectoniquement vers le nord, créant progressivement les Alpes européennes par compression des plaques, fermant définitivement la mer Tétis qui avait existé pendant des centaines de millions d'années. Tout ce chaos géologique massif, cette activité tectonique fébrile était spectaculaire, impressionnante pour créer des paysages montagneux dramatiques qui existent encore aujourd'hui. Mais elle était simultanément absolument terrible, catastrophique pour préserver intacts les fossiles. La fossilisation, rappelons-le, nécessite des conditions environnementales très spécifiques, délicates. Vous avez besoin du bon type précis de sédiments à grains fins pour enterrer rapidement les restes. La bonne chimie exacte de l'eau souterraine pour minéraliser progressivement les eaux. Le bon taux d'enfouissement, ni trop rapide, écrasement, ni trop lent, décomposition. Et peut-être le plus important, vous avez absolument besoin que tout cela reste complètement,
parfaitement non perturbés pendant des millions d'années successifs pour que le processus de fossilisation se complète correctement. Mais pendant l'Oligocène et le Miocène, de vastes zones géographiques d'Afrique et d'Eurasie, précisément les régions où nos ancêtres singes évoluaient, étaient constamment, violemment soulevées tectoniquement, érodées atmosphériquement, plissées, déformées et fracturées géologiquement. Les sédiments qui auraient théoriquement, potentiellement pu contenir des fossiles précieux étaient souvent détruits, oblitérés presque aussi rapidement qu'ils se formaient initialement. Le chaos climatique omniprésent a substantiellement empiré cette situation déjà problématique. Rappelez-vous, nous parlons d'une période de refroidissement global dramatique, progressif mais ponctué de fluctuations. Mais ce refroidissement général n'était manifestement pas lisse, monotone, prévisible. Il était chaotiquement ponctué de changements climatiques relativement soudains, abrupts. Des périodes de modification environnementale rapides qui pouvaient littéralement transformer des écosystèmes entiers, complets en juste quelques milliers d'années, un instant en temps géologique. Ces transitions rapides, ces fluctuations étaient écologiquement dévastatrices pour la formation, la préservation fossile. Voici précisément pourquoi. Les fossiles se forment optimalement, idéalement dans des environnements remarquablement stables sur de longues périodes. Des fonds de lacs où les sédiments s'accumulent année après année, siècle après siècle, sans perturbation majeure. Des deltas fluviaux où les inondations saisonnières enterrent régulièrement, prévisiblement les organismes morts dans des boues protectrices. Des forêts stables où les arbres tombés et les animaux morts sont progressivement, lentement couverts par l'accumulation de matière organique et préservés chimiquement. Mais quand le climat change rapidement, dramatiquement, ces environnements stables, propices disparaissent littéralement. Les lacs s'assèchent complètement en quelques siècles. Les rivières changent radicalement de cours, abandonnant leurs anciens lits. Les forêts meurent massivement et sont progressivement remplacées par des prairies ouvertes qui, malheureusement, ne préservent généralement pas bien les fossiles du tout en comparaison. Pendant l'Oligocène et le Miocène, la Terre traversait quelques-unes des variations climatiques les plus dramatiques, les plus extrêmes de toute l'histoire récente des mammifères. Les températures fluctuaient erratiquement, chutant soudainement de plusieurs degrés, puis se stabilisant temporairement, puis chutant à nouveau imprévisiblement. Les patterns de précipitations se modifiaient fondamentalement, transformant des régions autrefois humides, luxuriantes en zones progressivement arides et vice-versa dans d'autres endroits. Ces fluctuations créaient une mosaïque environnementale en changement constant, perpétuel. Pratiquement aucun environnement n'était suffisamment stable, suffisamment constant sur des périodes géologiquement significatives pour préserver systématiquement de bons registres fossiles cohérents. Alors que votre esprit dérive vers le sommeil, imaginez ces paysages changeants. Des forêts devenant lentement des savanes se transformant en prairies, des prairies cédant parfois la place à des semi-déserts, et nos ancêtres singes, adaptables mais vulnérables, naviguant tant bien que mal à travers ces transformations environnementales massives, laissant derrière eux seulement les plus rares, les plus fragmentaires des traces fossiles. Rêver de ces mondes perdus, de ces créatures disparues, de ces mystères que nous ne résoudrons peut-être jamais complètement. Le silence du registre fossile devient presque une berceuse, vous rappelant doucement que l'histoire de notre planète est principalement, majoritairement perdue dans les brumes insondables du temps profond. Reposez-vous maintenant. Les mystères attendront patiemment votre réveil. Nous approchons de la fin de notre voyage à travers ces millions d'années perdues. Ces vastes étendues de temps dont nous ne savons presque rien. Et voici ce qui est peut-être le plus remarquable, le plus troublant, même la période la plus récente, celle dont nous devrions avoir une connaissance quasi parfaite, reste mystérieuse à bien des égards. Le Pléistocène, l'ère glaciaire, la période qui s'est terminée il y a seulement 11 700 ans, hier en termes géologiques. C'est si récent que certains animaux du Pléistocène sont encore vivants aujourd'hui. Les éléphants, les rhinocéros, les lions, ce sont tous des espèces du Pléistocène qui ont miraculeusement survécu jusqu'à l'époque moderne. Et pourtant, même pour cette période incroyablement récente, nous avons des lacunes massives, troublantes dans notre compréhension. Pensez-y sérieusement. Nous avons de meilleurs fossiles, plus complets de tyrannosaures ayant vécu il y a 66 millions d'années que nous n'en avons de certains de nos ancêtres humains directs qui vivaient il y a seulement 100 000 ans. Des squelettes de T-Rex à 70-80% complets exposés dans des musées du monde entier. Mais un néandertalien mort il y a 40 000 ans ? Nous sommes chanceux si nous trouvons une mâchoire partiellement préservée et quelques dents isolées. Les Denisoviens, une espèce humaine entière, complète qui vivait à travers l'Asie jusqu'à peut-être 30 000 ans seulement.
Nous les connaissons principalement à partir d'un seul os de doigt trouvé en Sibérie, de quelques dents éparses et d'un fragment crânien. C'est absolument tout ce que nous possédons physiquement d'une espèce qui s'est étendue sur des millions de kilomètres carrés et a survécu pendant des centaines de milliers d'années. Nous avons séquencé leur génome entier, cartographié leur migration, déterminé qu'ils se sont croisés génétiquement avec les Néandertaliens et les humains modernes. Tout cela à partir essentiellement d'un os de doigt. C'est simultanément remarquable scientifiquement et profondément frustrant paléontologiquement. Pourquoi manquons-nous tant de preuves d'une période si récente ? Les ères glaciaires elles-mêmes ont détruit une quantité massive de preuves potentielles. Pendant 2 600 000 ans, d'immenses calottes glaciaires avançaient et reculaient périodiquement à travers l'hémisphère nord. Au pic des glaciations, la glace atteignant parfois 3 km d'épaisseur couvrait le Canada, la majeure partie de l'Europe du Nord et de vastes portions de l'Asie septentrionale. Cette glace massive était littéralement comme un bulldozer continental géant. Elle grattait, raclait la couche superficielle du sol, écrasait la roche en gravier fin, oblitérait systématiquement tout sur son passage inexorable. Quand les glaciers ont finalement reculé définitivement il y a environ 11 700 ans, ils ont laissé derrière eux des paysages complètement, radicalement transformés. Des vallées qui avaient été sculptées, creusées en fjords profonds. Des montagnes qui avaient été littéralement aplanies, érodées. Des cours de rivières qui avaient été totalement redirigés. Tous les sites archéologiques, toutes les zones d'habitation humaine, toutes les preuves tangibles de populations vivant dans ces régions glaciées ont été simplement, brutalement effacées. Broyées en poussière microscopique et dispersées par les inondations catastrophiques d'eau de fonte qui étaient plus massives, plus volumineuses que quoi que ce soit dans toute l'histoire enregistrée humaine. Mais voici ce qui devrait vraiment nous troubler profondément. Les humains ne vivaient pas exclusivement sous la glace pendant les périodes glaciaires. Ils vivaient également, massivement en Afrique, à travers l'Asie, en Australie, en Amérique du Sud, des régions qui n'ont jamais été directement glaciées. Où sont systématiquement toutes leurs preuves archéologiques ? Pourquoi le registre est-il si désespérément pauvre même dans ces zones non glaciées ? Les sites archéologiques datant de plus de 50 000 ans sont extraordinairement, scandalous et rares. Pas juste peu communs, véritablement rares au point d'être presque inexistants. Nous pouvons littéralement compter sur nos doigts le nombre de sites bien préservés, bien documentés datant d'avant 50 000 ans. La plupart sont des grottes où les conditions environnementales uniques ont permis une préservation exceptionnelle. Les sites en plein air, les campements, les terrains de chasse, les zones de traitement de nourriture où les gens passaient réellement la majorité de leur temps quotidien, presque rien ne survit de ces environnements cruciaux. Et puis il y a le problème massif, souvent négligé du niveau de la mer. Pendant les périodes glaciaires, quand d'énormes quantités d'eau étaient verrouillées, emprisonnées dans les calottes glaciaires continentales, les niveaux océaniques mondiaux étaient 120 à 140 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Cela exposait de vastes, immenses zones du plateau continental qui sont maintenant complètement submergées sous des centaines de mètres d'eau océanique. Le pont terrestre de Bering entre l'Asie et l'Amérique du Nord, c'était des milliers de kilomètres carrés de prairies ouvertes, fertiles. L'archipel indonésien, c'était une masse continentale unique, continue appelée Sundayland, plus grande géographiquement que l'Inde moderne. Le golfe Persique entier, c'était une vallée fluviale fertile avec une végétation luxuriante et des ressources abondantes. Ce n'étaient manifestement pas des environnements marginaux, périphériques. C'étaient des zones côtières de première qualité avec un accès simultané aux ressources marines et terrestres. Exactement le type d'endroit où les populations humaines auraient naturellement prospéré, se seraient établies, auraient construit des communautés durables. Et nous avons perdu absolument tout cela, submergé irrémédiablement quand les glaciers ont fondu et que les niveaux marins sont montés catastrophiquement. Si vous sentez vos paupières devenir lourdes maintenant, laissez-vous aller complètement. Imaginez ces côtes perdues sous les vagues. Des villages préhistoriques maintenant à 100 mètres sous la surface océanique. Des peintures rupestres dans des grottes maintenant inondées. Des outils de pierre dispersés sur des fonds marins que nous n'explorerons peut-être jamais. L'histoire de notre espèce, de nos ancêtres directs, en grande partie effacée par la montée inexorable des océans. Rêvez de ces mondes engloutis, de ces mystères sous-marins, de ces secrets que la mer garde jalousement. Le sommeil vous gagne. C'est parfait. C'est exactement comme il se doit. Laissez les mystères du temps profond vous bercer doucement vers des rêves de mondes perdus et de questions sans réponse. Alors voici où nous en sommes après ce voyage à travers 66 millions d'années d'histoire largement invisible. Nous savons que les dinosaures sont morts il y a 66 millions d'années. Nous savons que les mammifères ont survécu et se sont diversifiés.
Nous savons que la Terre est devenue une serre tropicale, puis s'est refroidie. Nous savons que les prairies ont remplacé les forêts. Nous savons que nos ancêtres singes ont évolué quelque part dans ce processus. Nous savons que les humains ont finalement émergé. Nous connaissons les grandes lignes, le contour général de l'histoire. Mais les détails? Les transitions cruciales? Les moments où tout a basculé? Perdus, effacés, disparus dans le silence implacable du registre fossile. Et voici la leçon la plus importante, la plus humiliante de tout cela. L'univers ne se soucie pas de préserver l'histoire pour notre curiosité future. Le temps détruit les preuves aussi sûrement qu'il crée de nouvelles espèces. Les roches s'érodent, les fossiles se dissolvent, les continents se recyclent dans le manteau terrestre. La plupart de ce qui s'est passé est perdu à jamais. Nous devons faire la paix avec cette réalité. Mais d'une certaine manière, ces lacunes, ces mystères, ces silences, ils rendent l'histoire encore plus belle, plus fascinante. Parce qu'ils nous rappellent que nous sommes de minuscules êtres éphémères essayant de comprendre une planète qui existait pendant des milliards d'années avant nous et qui existera pendant des milliards d'années après notre disparition. Nous sommes des détectives fouillant dans les décombres du temps, trouvant de rares indices, construisant des histoires à partir de fragments. Et c'est magnifique précisément parce que c'est incomplet. Alors si vous avez apprécié ce voyage à travers les lacunes de l'histoire terrestre, si ces mystères anciens ont éveillé quelque chose en vous ou vous ont aidé à dériver vers le sommeil en pensant au temps profond, faites-moi une faveur. Laissez un commentaire me disant où vous regardez ceci. Vous endormez-vous à Paris? Écoutez-vous pendant une longue nuit à Montréal? Peut-être êtes-vous quelque part que je n'ai jamais visité, un endroit avec ses propres roches anciennes et histoires cachées. Cliquez sur j'aime si vous voulez plus de vidéos explorant les mystères que la science ne peut pas encore tout à fait expliquer. Et abonnez-vous parce que nous commençons à peine. Il y a tellement d'autres lacunes à explorer, tellement d'autres mystères cachés dans les espaces entre ce que nous savons. Parce qu'ultimement, c'est ce qui nous rend humains. Non pas que nous savons tout, mais que nous continuons à chercher, à creuser, à poser des questions même quand les réponses sont séparées de nous par des millions d'années et d'innombrables catastrophes. Dormez bien maintenant. Rêvez de forêts anciennes et d'océans perdus et de créatures qui ne seront jamais pleinement connues. Les lacunes seront toujours là demain, attendant patiemment d'être explorées. Bonne nuit.